Bonjour Sandrine. Bonjour Fred. Quelques sujets brûlants sur la viticulture, de ce que vivent les vignerons en ce moment. Comment les vendanges 2025 révèlent l'état réel du vignoble français, d'après toi? Aïe, aïe, aïe. Déjà, on voit que les rendements, ils sont en chute libre, donc liés au changement climatique, à la canicule de cet été, mais ça en dit long. Ça en dit long sur la capacité de la vigne à être résiliente sur ce millésime et à son enracinement, au matériel végétal, au type de taille, à l'excès de rendement, à la mauvaise taille, à un tas de choses en fait. Donc, il y a énormément de choses à revoir dans cette viticulture, puisque de toute façon, on va pas pouvoir continuer à faire de la monoculture comme on fait. On a des sols qui sont hyper appauvris, il y a peu de matière organique stable. Euh, il y a vraiment des problèmes de taille et donc de vigueur et de mise en réserve. Donc cette vigne, elle n'est pas outillée pour passer ces moments difficiles et ces millésimes complexes. Ça se voit puisque 80% des vignerons ont des problèmes de rendement. Alors, cette année, j'ai quelques clients qui s'en sortent super bien, qui ont mis en application les infusions de plantes, le respect de la taille physiologique, des amendements organiques hyper bien ciblés. Et on a des résultats assez spectaculaires puisque j'en ai qui sont entre 50 et 70 hecto-hectares sur des petits domaines et sur des viticulteurs que j'accompagne qui amènent en coopérative sur des moyennes qui sont sur la cave coopérative en question de 5 à 6 tonnes hectares. Eux, ils sont entre 11 et 15 tonnes hectares avec des degrés supérieurs à 13. Donc c'est possible. Seulement, il faut revoir l'agronomie, il faut revoir les pratiques, il faut libérer de la tête de certains vignerons des croyances sur certaines pratiques. Et on a aussi un gros problème, c'est le lobbying des produits phytosanitaires et la peur que font régner ces gens sur la viticulture en fait. Parce que moi, les vignerons que je récupère qui sont en viticulture conventionnelle, qui mettent des kilomètres de produits qui sont à plus de 1 000 € par hectare et par an de traitement, à chaque fois qu'ils mettent des produits, ils me disent mais on a l'impression que le milieu il ressort 2 fois plus, quoi, qu'on nourrit le milieu. Et quand ils viennent me voir et qu'on passe sur des méthodes résilientes avec des infusions de plantes, avec le calendrier lunaire, avec seulement des produits de contact, on a les rendements qu'il faut. La vigne, elle est 2 fois plus vigoureuse, 2 fois plus résiliente, elle gagne en immunité, elle réagit super bien à ce changement climatique. Et comme par hasard, on a des miracles. Sauf que quand j'arrive chez eux, la seule chose qui les fait flipper, c'est les vendeurs de produits qui sont passés chaque semaine leur dire attention, t'as pas de milieu, mais tout le monde autour de toi en a. Et là, il faut pas écouter ce que dit cette fille. Il faut mettre des produits chimiques. Donc moi, je passe 2 heures à leur réexpliquer les principes agronomiques et à les dissuader de retourner là-dedans. C'est grave, c'est super grave. Et non seulement ça, et en plus, les conseils d'administration ne veulent pas parler de ces pratiques parce qu'ils sont cul et chemise avec ces marchands de produits, parce qu'ils ont des intérêts, je ne sais pas lesquels, je ne veux même pas savoir, mais c'est grave parce qu'on prend les viticulteurs pour des cons et on leur fait peur, alors qu'il y a un autre avenir pour la viticulture. Donc tu penses que il faut un peu tomber des barrières face à ce qui se fait traditionnellement, au conseil de fait, qu'il y a finalement une volonté de rester dans un cadre plutôt conventionnel, que en fait la viticulture ne peut s'en sortir autrement que par ces cadres-là. Et Ma conviction, c'est que la viticulture peut sortir de ces cadres et surtout du dogme de la peur, parce qu'en fait, il y a un lobbying
financier derrière tout ça. Les vendeurs de produits, ils proposent des solutions aux coopératives qui présentent ça à leurs viticulteurs, à leur conseil d'administration, donc ils négocient, j'imagine, des tarifs. Mais il faut savoir que ces vendeurs de produits ne savent plus quoi mettre dans les vignes de chimiques pour arriver à endiguer le mildiou. Le mildiou est en train de donner une sacrée leçon à ces gens. Parce que ce mildiou, il en dit beaucoup sur le changement climatique. Et aujourd'hui, il développe des résistances qui font que si la vigne n'est pas résiliente et qu'elle n'a pas une forte immunité, t'as beau mettre tous les produits du monde, il ne se passera rien du tout. Et d'autant plus que plus on met de chimie, plus la vigne synthétise des sucres simples, appétants pour le mildiou, plus on la nourrit. C'est exactement ce que me disent ces viticulteurs. Donc la chimie, la moitié des produits chimiques aujourd'hui est résistant au mildiou. Donc on est dans une impasse majeure. Et aujourd'hui, le mildiou mute tellement, surtout en fin de saison, que ces spores qui sont déjà dans le sol pour l'année d'après, eux, ils sont prêts à sortir dès qu'il va y avoir une pluie. Et aucun produit chimique aujourd'hui n'est capable de l'endiguer. Donc, il faut réviser tout ce qu'on a dans nos cahiers d'école et travailler avec la nature et pas contre elle. Ce que tu observes chez tes clients cette année et que les autres ne voient pas. T'entends quoi par ça? Ce que j'observe chez mes clients cette année que pas mal de gens ne voient pas, c'est leur manque de motivation et leur lassitude par rapport à ces millésimes qui se succèdent, qui sont compliqués en termes de gestion des maladies, en termes de vente. C'est lourd. Il y a une ambiance assez lourde. Donc ça, tout le monde la remarque, mais il y en a qui sont vraiment dans des situations très précaires. Il y a beaucoup de vignerons qui sont en RSA aujourd'hui. Il y a beaucoup de vignerons qui se remettent en question totalement sur pourquoi ils font ça. J'en ai même qui peuvent plus payer grand-chose en fait. J'ai même vu des vigneronnes qui faisaient des prêts et des vignerons pour payer leur vendange cette année. Donc c'est compliqué en ce moment. Compliqué et en même temps, fabuleuse opportunité de vraiment revoir tout le système. Le climat actuel, on sait qu'il y a un changement climatique. Comment tu préparerais cette vigne pour les 10 prochaines années? Alors, déjà, très important, la qualité des sols. Quand on plante une vigne, on la plante pour 100 ans, de mon point de vue. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc, la matière organique qu'il y a, la vie du sol qui est déjà présente, le matériel végétal. Attention à ce que vous achetez à planter. Et aussi cette fameuse taille, parce que cette taille, même la taille de formation est hyper importante. Si vous donnez à des gens qui savent pas tailler, ok, vous avez peut-être pas le temps, mais formez ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est le capital vie des 100 ans à venir. C'est-à-dire si vous commencez à mal tailler vos vignes au départ, avec un matériel végétal bancal, ben, il y a de fortes chances que 20 ans après, il se passe pas grand-chose et que vos rendements soient toujours pas bons. Et tous les ans, vous allez refaire les mêmes choses, que vous ayez 20 hecto-hectares ou 50 hecto-hectares, le travail est le même, exactement le même. Donc autant capitaliser donc qualité des sols, qualité de l'environnement également, donc des arbres, des haies, un écosystème vertueux où il y ait des animaux, où il y ait de la diversité, où il y ait des oiseaux, où on ait un matériel végétal de compétition, donc avec du racinaire bien foutu, et ensuite cette fameuse taille et ce respect de la charge par rapport à la vigueur. Après, on peut parler de palissage, on peut parler de tout ça, mais pour moi, ça, c'est secondaire. Ça, c'est vraiment la base pour moi pour être vraiment capable d'amener cette vigne à pérenniser dans le temps avec des rendements corrects et une qualité de raisin. Tu parlais aussi de pas que de la vigne, mais de son habitat. Mm. Et crois-tu que
Il faut aussi gérer cet habitat-là. Bien sûr, la monoculture pour moi c'est une hérésie. Des grandes parcelles, on voit toujours des hétérogénéités dans cette parcelle. Il y a des endroits où c'est moins vigoureux, plus chétif, donc créer des corridors, créer des endroits pour que les oiseaux viennent nicher, faire des coupes-vents pour pouvoir, conserver, une certaine hygrométrie, éviter la sécade, hem avoir du bois pour, nourrir les sols, ces fameux arbres qui vont informer, qui vont protéger, qui vont s'enraciner, qui vont capter l'eau, c'est hyper important. Donc il y a tout un écosystème qui, on ne dirait pas comme ça, mais qui amène, un certain équilibre dans les parcelles et qui fait que la vigne va s'autosuffire et va pouvoir se réguler grâce à cet écosystème. Selon toi, quels sont les mensonges du système viticole actuel qui étouffe les vignerons? Hem, les mensonges, bah, ces fameux produits que le bio c'est fini, qu'il faut revenir au conventionnel, parce que j'en vois beaucoup qui veulent revenir au conventionnel. Le bio, c'est pas une solution, le conventionnel, c'est pas une solution. Heu et pourtant moi je prône le bio, mais le bio intelligent, c'est-à-dire arrêt des labours, travailler avec le végétal, travailler avec les plantes, travailler avec les rythmes solaires, lunaires, travailler avec les saisons, avec l'écosystème autour de la vigne. Hem, le bio tel qu'il est aujourd'hui est une vaste supercherie et le conventionnel, pire. Moi, les vignerons qui me disent aujourd'hui: «Je veux retourner en conventionnel pour avoir plus de rendement», bah, tu en auras pas plus, désolé. Tu en auras pas plus. C'est sûr et certain. Pas avec le changement climatique, pas avec la pression qu'il y a. Tu parles de résilience très souvent. Mmh. C'est également un mot qu'on entend très souvent. Qu'est-ce qui signifie pour toi, mais concrètement pour la vigne? C'est sa capacité à s'autosuffire et à s'auto-alimenter et à rester en bonne santé grâce à son écosystème, tout simplement. Et dans l'écosystème, il y a tous les végétaux qui sont autour, les animaux, mais aussi l'humain qui le travaille. Attention, l'humain fait partie de l'écosystème. Donc la compréhension de l'humain, de son végétal. Qu'est-ce qu'a besoin ma plante? C'est pas qu'est-ce que je vais faire à ma plante? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ma plante? C'est savoir lire ce que ta plante a besoin. Finalement, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Mmh. Donc il faut que les maillons restent soudés ensemble. C'est ça, exactement. Fais-tu partie d'un maillon? On fait tous partie du maillon. On fait tous partie du maillon, bien sûr. Tout le monde, tous ensemble. Mais chacun à notre échelle, si on accepte cette idée et qu'on accepte d'en faire partie, on fait grandir le tout vers quelque chose de plus vivant, qui circule. Sinon, on crée des conflits partout, en fait. Même la personne, même le vendeur de produits qui est toujours en train de vouloir vendre ses produits et qui en est même pas convaincu aujourd'hui parce qu'il voit bien que ça marche pas, il fait partie du maillon. Et moi, quand je le vois, je me dis: «Ben, OK, il sait plus. Peut-être qu'il va changer aussi. Il va être obligé de changer. C'est juste que lui, il lutte pour pas changer, mais il va être obligé». Donc le maillon qui est aussi le vigneron. Comment ce maillon de demain doit-il mettre en place pour notamment sur ses qualités humaines pour devenir indispensable? Mmh. Est-ce que quelqu'un est indispensable? Non, je crois pas. Par contre, le vigneron doit être au service de sa vigne, au service de son raisin, au service du vivant. Heu et
S'il en est au service, la conséquence, c'est qu'il vendra ses vins et que ça va lui revenir en argent, en bien-être et en commande. Mais il doit être au service de cette vigne. Et tu définirais comment, en quelques mots, être au service de cette vigne? Un vigneron, il doit être au service de sa vigne dans le sens où il doit apprendre à comprendre ce dont elle a besoin. Son écosystème, de quoi il a besoin. C'est-à-dire d'être à l'écoute, de savoir observer, entendre les signaux faibles, entendre les signaux forts et l'amener vers ce qu'elle a de plus résilient et de plus vertueux pour elle. Et pareil pour son raisin. Je goûte mon raisin, j'ai envie de l'amener là. Ok, ok. Il y a plein de façons de vinifier un raisin. Là, cette année, ça a plus tendance à vouloir aller vers là. Ok, je t'emmène là. Ok, tu veux aller là. Ok, on y va. En respectant qui je suis, en respectant ce que j'ai envie de faire comme vin, mais ok, en écoutant ce que la nature elle amène. Parce que si on fait toujours tous les ans le même vin, ça veut dire qu'on a tout standardisé, donc il n'y a pas de vin identitaire. Le millésime décide de ce qu'on va faire de ces raisins. Donc c'est la nature qui décide. C'est absolument pas le vigneron. Sinon, il va faire de l'interventionnisme et mettre un tas de produits dans son vin et perdre son identité. Donc pour toi, la nature a beaucoup plus de force que l'humain. Mais dingue. Tu sais quoi? Chaque année, au début des vendanges, j'ai la même sensation. Je commence à goûter les baies, début août, et j'ai l'impression d'être comme un animal qui hume la nature et le millésime. Je sniffe ce qui va se passer et j'essaie de comprendre ce que la nature est en train de proposer. Ah, ok, le millésime, il va ressembler à ça. Je prends des informations. Je lutte pas contre. Je dis, ok, là, le temps, il est comme ça. Là, le raisin, il goûte comme ça. Tiens, la vigne, elle a fonctionné comme ça. Donc, du coup, ça va peut-être aller plutôt vers là. Et je vais dire, au bout de 3 semaines, un mois, j'ai à peu près fait le tour. Et là, je vais amener le conseil à mes vignerons et mes vigneronnes avec cette synthèse. Et c'est là où je dis, j'hume la nature. Parce que la nature, elle est plus forte que nous. Et c'est elle qui décide. C'est, ok, je vois comment tu proposes la chose là, je vois comment tu proposes le millésime. Maintenant, je vais transmettre à mes vignerons et mes vigneronnes comment l'accompagner au mieux pour cette année. C'est ça mon job, en vrai. Mais ouais, la nature, elle est plus forte que nous, bien sûr. Quel est le débat actuel dans le monde du vin qui, selon toi, est un faux problème? Pour moi, je pense de suite aux appellations. Tu vois, ouais, est-ce que je fais des vins d'appellation, des vins de pays Pour moi, tout ça, c'est un faux débat. Tout le monde tire un peu la couverture à soi. Ok, c'est intéressant d'être dans une appellation, d'être dans un groupe, mais pour moi, c'est difficile d'être dans une appellation avec les mêmes valeurs. On définit un cahier des charges, mais je trouve que c'est un faux débat. C'est très personnel, en fait. Donne-moi une seule piste pour que le vin français reste vivant dans 20 ans. Chaud comme question. Ce qui me vient, c'est déconstruire tout ce qu'on a appris et apprendre à observer ce que la nature nous propose et l'accompagner au mieux. Donc pour toi, c'est suivre ce changement climatique. L'observer. On n'a pas l'observer et surfer dessus. On n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. J'aimerais qu'on essaye quelque chose. Je vais te poser des questions et on va enchaîner. Ouais. Et tu vas me répondre avec 3 ou 4 mots ou 5, pas plus. Et
et sans trop réfléchir. Ok. Prête? Yes. On va prendre un exemple. On va l'appeler d'un vigneron qui s'appelle Vincent. Saint-Vincent. Et donc, Vincent, c'est le vigneron. On est OK? On est OK. Qu'est-ce qui empêche souvent Vincent de dormir la nuit? D'avoir peur de ne pas vendre ses vins et que le ciel tombe sur la tête de ses vignes. Et quand il te dit j'ai peur de vendre, j'ai peur de vendre, j'ai peur de ne pas vendre mes vins, comment tu peux l'aider à dépasser ça? C'est un peu complexe, mais la base, c'est redéfinir ses objectifs et travailler sa confiance en lui. Ça part de lui, en fait. Tout part de lui. Vincent, il y a des moments, à des moments précis, tu le vois, il est dans le doute, il doute de sa confiance. Comment tu le décris ça? C'est-à-dire? Comment tu vois qu'à un moment donné, il doute, que Vincent doute de sa confiance? Parce qu'il remet tout en question. Il remet tout en question. Tout ce qu'il a fait, et tu crois que, et tu penses que, ça procrastine en fait. Et c'est normal, parce qu'ils sont souvent seuls. Donc ils ont besoin d'en parler. Donc chez Vincent, d'après toi, quels sont souvent les 3 blocages invisibles? La solitude, la peur de ne pas être aimé, égale que les vins ne soient pas appréciés, donc pas vendus, et la peur de faire des erreurs, c'est-à-dire de ne pas faire le bon choix pour la vigne, la cave, tout. Et à Vincent, qu'est-ce que tu lui dis pour le reconnecter à ses émotions et à son mental? Déjà de prendre du recul, c'est-à-dire de sortir de sa procrastination, de redescendre et de se poser et de d'écrire ce qu'il a envie, ce qui le met en joie. Toujours partir de là, parce que quand il a le nez dedans, c'est impossible de se reconnecter à soi et de voir que toutes ces peurs, elles sont grossies parce qu'il est dedans, en plein dedans en fait. Juste prendre un peu de recul et de ne pas avoir le nez dessus lui permet de voir que c'est pas si grave, qu'il y a des solutions et qu'il peut y arriver. Mais souvent, il est acculé et du coup, il a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser, que tout lui semble insurmontable en fait. D'après toi, quels sont les désirs les plus profonds qu'a Vincent et qui n'ose pas te dire à haute voix? Que tout le monde aime ses vins, qu'il puisse s'autoriser d'aller se barrer et de plus s'occuper d'avoir des loisirs. Putain, ouais, des loisirs et une vie privée, quoi. Le temps, d'avoir le temps. D'avoir le temps. Et de plus avoir à se soucier de ce cycle. De pouvoir lâcher. Tu dis souvent à Vincent que la vente, ce n'est pas vendre. C'est quoi alors? La vente, ce n'est pas vendre, effectivement, puisque quand Vincent il parle de lui, il parle de ses valeurs. C'est ça qui fait vendre. Si tu donnes l'impression, achète mon vin c'est le meilleur, personne n'a envie d'acheter. Il a juste à parler de lui, à parler de ses vins avec passion, à parler de ses valeurs, à parler de qui il est, et les gens viendront naturellement à lui. C'est les principes de base pour vendre. Et plus il a peur, plus il va dire vas-y, prends du vin, je te fais un carton gratuit, machin. Ça donne pas envie d'acheter du vin. C'est ça le problème en fait. Donc l'identité de Vincent est bien plus importante que sa stratégie de distribution?
Mais bien sûr, plus il va assumer qui il est, plus il va en parler, plus il va exposer qui il est, ses valeurs, mais avec émotion, c'est pas factuel. Plus il va toucher son public, plus il va toucher son client idéal, et plus ces gens-là vont avoir envie de le suivre, discuter avec lui, aller le voir, lui acheter du vin. C'est comme ça les relations humaines. Quand tu as envie de sortir avec quelqu'un, si tu lui colles au bas en lui disant écoute, moi tu me plais, je veux sortir avec toi, je veux sortir avec toi, il y a de fortes chances que la personne elle te dise mais t'es collante, tu me fais chier. Mais si tu dis voilà, moi j'aime ça, mais sans être collé à l'autre, juste en exprimant qui tu es, ben la personne elle dit ah putain il est intéressant, ah j'ai envie d'aller le voir, ah bah tiens je vais aller goûter ses vins, ah bah tiens je vais aller à sa soirée. Et de fil en aiguille, le lien il va se faire et tu vas acheter. Très différent. Et aujourd'hui, si Vincent est écouté, qu'a-t-il besoin d'entendre pour croire que c'est possible pour lui? Ben, juste d'essayer, parce qu'il faut oser. Il faut oser parler de soi, il faut oser se montrer tel qu'on est. Il faut oser, faut oser. Oser, et, ce qui est magique, c'est que ça prend pas beaucoup de temps pour que ça se transforme en vente, en fait. C'est ça qui est magique. C'est juste que tant que tu vas poster tes bouteilles et qui n'ont aucune émotion sur les réseaux, ben, qu'est-ce que tu veux que les gens ils aillent t'acheter ton vin? Ça marche pas. Et Vincent, est-ce que tu peux lui partager les premières victoires, petites victoires que tu as fait vivre à tes clients pour le remettre en mouvement? Plein, j'en ai, ils vendaient les cuvées, vraiment pas très chères, et quand j'ai dit à ce client: «Mais écoute, tu vas mettre 3 € de plus à toutes tes cuvées. On va changer tout le packaging parce que c'est incohérent et tu vas voir, tu vas vendre plus». En l'espace d'une année, il a triplé ses ventes. Juste parce que sa gamme était lisible et qu'il n'était pas du tout catégorisé comme vin cheap, en fait. Il était monté dans la catégorie premium, et la petite cerise sur le gâteau, c'est que ça lui a donné envie de faire des grandes cuvées qui vendent autant aujourd'hui que ces cuvées milieu de gamme. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 17 ans que je l'accompagne. Donc Sandrine, à Vincent, finalement, tu as fait quoi? Tu n'as pas transformé son vin, tu l'as transformé à lui. Et oui, c'est ça la clé. C'est tout part du vigneron ou de la vigneronne. Pas de son vin, pas de sa stratégie commerciale, pas de ses vignes, de la personne. Et c'est elle qu'il faut changer en premier, sinon il n'y a rien qui bouge. En vrai, je ne transforme pas le vin, je transforme le vigneron ou la vigneronne.